Donc, effectivement, du point de vue d'un neurologue, ça paraît tout à fait pertinent de parler de la prévention des cancers masculins. En parallèle de Octobre Rose qui vient d'avoir lieu, nous sommes en plein dans Movember. Alors, en fait, ça ne concerne pas que les hommes, finalement, parce que ça concerne aussi toutes les mamans, puisque leurs enfants, leurs garçons sont des hommes, et ça concerne aussi toutes les épouses. Et les cancers masculins, en fait, ça impacte toute la famille. Et de ce point de vue-là, je pense que le champ d'action, le champ de résonance d'une conférence comme celle-là est complètement différent. Tout est souvent une question de point de vue. Ça s'inscrit complètement dans la conférence d'aujourd'hui, puisque finalement, quand vous allez chez un docteur, beaucoup de patients pensent qu'on s'occupe de leur santé, c'est faux. Quand vous allez chez un docteur, on s'occupe de la maladie des gens. Et on sort avec une ordonnance et on peut, comme aujourd'hui, merci au centre médical de la CNCF d'organiser cette conférence, on peut sortir d'une consultation comme d'une conférence avec de la connaissance. Et ça, c'est mieux qu'avec une ordonnance parce que c'est plus durable. Il y a des constatations qui s'imposent à tout le monde actuellement, c'est que le dépistage du cancer est une réalité à mettre en place parce qu'il y a de plus en plus de cancers chez les jeunes. Il y a un article qui est paru dans une revue anglaise il n'y a pas longtemps. Ça a été repris dans le Nouvel Observateur. Et le Nouvel Observateur, il y a le vainqueur du Vendée Globe, Charlie Dalin, qui semble-t-il, je ne suis pas allé creuser pour savoir quel type de maladie il avait concerné, mais c'est un réel challenge. C'est pour ça qu'en introduction, je disais, ça concerne les mamans, ça concerne les épouses, ça ne concerne pas que les hommes. Donc ça, ce sont les références de cet article et on retient quelques phrases. C'est une certitude, les cancers augmentent, notamment chez les patients jeunes. Voilà, alors beaucoup, et ce sera les seuls chiffres, les seules phrases que vous aurez de cette conférence. Il y a des chiffres, hein, l'augmentation, elle est 79% de nouveaux cas et une hausse du nombre de décès. Donc c'est un vrai sujet, c'est vraiment pertinent, avec des projections à venir qui invite à vraiment prendre attention. Donc, il n'est pas question dans cette conférence de dire il y a qu'à faut que, c'est pas du tout ça. J'organise la conférence avec d'abord vous mettre le cadre. On dit en sport que quand le cadre est précis, les gens sont libres. On voit ça aussi en entreprise. Le cadre, il y a une chose qui n'est pas négociable, finalement, c'est que la nature n'a pas changé. Depuis, la physiologie humaine n'a pas changé depuis 10 000 ans. On a étudié l'ADN des ossements qu'on a retrouvés dans la banquise, qui peuvent dater de millénaires et de millénaires en arrière, la différence de leur ADN, c'est-à-dire la différence de leur disque dur des cellules avec le disque dur de nos cellules à nous d'aujourd'hui en 2025, c'est moins de 0,15%. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez aujourd'hui un ordinateur portable et par rapport à celui d'il y a 10 000 ans, c'est quasiment le même. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment en termes de santé des choses avec lesquelles il ne faut pas changer. Ça ne sert à rien d'essayer de négocier. C'est toujours la nature qui envoie la facture et c'est toujours à charge du receveur la facture. Alors par contre, ce qui a énormément changé, c'est ce que représente cette photo, évidemment, c'est l'environnement. L'environnement a énormément changé. Et alors c'est ça, vous avez vu, c'est la taille de l'ordinateur qui a considérablement changé. Il y a aussi la façon dont les repas se passent maintenant, où avant, on partageait la parole, maintenant, on partage rien, on partage son ordinateur portable, c'est aussi le jeu, enfin, c'est tous ces événements qui font que finalement, l'environnement, c'est pas que l'alimentation, c'est pas que la pollution, c'est aussi la lumière du soleil, c'est aussi les interactions sociales, c'est aussi la qualité de l'eau, ce qu'on boit, ce qu'on respire. Et il y a à côté, et toujours dans le préalable de cette conférence, à côté de cette notion qu'on ne négocie pas avec la santé, avec la nature plutôt, il y a cette notion qui est très connue dans les entreprises en économie, c'est la loi du Pareto. Et la loi du Pareto, c'est que 20% des actes déterminent 80% des résultats. 20% de vos clients déterminent 80% de votre chiffre d'affaires. 20% de nos actes conditionnent 80% des conséquences de notre vie de tous les jours. Et en médecine, on va faire un mea culpa, c'est qu'on a beaucoup la démarche de dire aux gens, faites ceci, faites cela. On a l'impression que le patient doit être parfait dans tout. Et parfait dans tout, ce n'est pas possible. Alors, moi, l'idée, c'est que de donner des axes et les gens, après, ils choisissent. Quand on a compris, on ne peut pas décomprendre.
Si le docteur nous demande d'obéir, on va risquer de désobéir parce qu'il y a les contraintes du quotidien, la famille, les enfants, le mari, le patron, etc. Et si par contre on a compris, un jour, on va choisir ce qu'on va mettre dans quel ordre, on va pouvoir changer l'activité physique, ça, voilà, l'alimentation, plein de choses qui font que ce sera beaucoup plus efficace. Je vous propose dans cet exposé d'aujourd'hui, d'abord de faire un tour d'horizon sur les différentes maladies masculines sujettes au cancer. Ça concerne le testicule, bien sûr, c'est là où les mamans peuvent être concernées puisque vous allez voir, ça a un vrai impact familial. Ça concerne aussi la vessie, bien sûr, mais les dames ont aussi des vessies, évidemment. Ça concerne les reins, les dames ont aussi des reins, mais le côté masculin est beaucoup plus fréquemment présent, et vous verrez pourquoi. Et bien évidemment, parce que souvent on a l'impression que c'est le seul cancer de l'homme, mais finalement, il y a aussi la prostate, mais il y a tous les autres. Alors, la démarche ensuite, c'est de vous proposer pour chacune de ces maladies, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon action de tous les jours? Alors, le testicule, c'est une maladie de l'homme jeune. Voilà. Le cancer du testicule est une maladie dont la fréquence, c'est entre 17 et 34 ans. On peut revenir pour avoir une sorte de chiffre rond, c'est entre 15 et 35 ans. Donc ça, c'est très, très important de le savoir parce que c'est quelque chose, on en verra tout à l'heure, pour lequel les mamans doivent pouvoir à un moment donné en parler avec leurs garçons. L'expérience montre que le diagnostic peut être tardif parce qu'il y a une sorte de gêne, de complexe, de difficulté à pouvoir parler de quelque chose qui se passe au niveau des bourses, au niveau du testicule, et les garçons, ils sont gênés. Et on voit, nous, en urologie, des diagnostics tardifs uniquement à cause de ça. Alors, le traitement du cancer du testicule, c'est la chirurgie, mais en fait, la chirurgie, c'est juste pour avoir le diagnostic. Parce qu'on est sûr uniquement que quand on a l'analyse au microscope, donc bien sûr on opère des patients et après on peut mettre, comme on met des prothèses mammaires chez les dames, on peut mettre des prothèses testiculaires et c'est assez extraordinaire ce type de prothèse. C'est volontiers proposé aux jeunes, aux adolescents, parce qu'on comprend que ça puisse être non seulement un choc émotionnel, le diagnostic d'une maladie, mais en plus un choc esthétique et personnel d'avoir l'impression de plus avoir les deux boules dans les bourses, alors que d'habitude, on en a deux. Moi, pour vous raconter une histoire, c'est qu'une fois, j'ai un patient qui est venu me voir en consultation. Je suis urologue, j'examine extrêmement souvent les patients, a fortiori quand il s'agit du bas appareil génital. Eh bien, une fois, je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est le patient je ne me suis pas rendu compte qu'il avait une prothèse. C'est le patient qui m'a rappelé après parce que même son épouse n'était pas au courant. Ça ressemblait tellement à la réalité que j'étais passé à côté. Bon, alors que c'est quand même un peu mon métier. Voilà. Il y a un diagnostic différentiel, c'est-à-dire une autre chose que d'avoir une grosse bourse, autre chose qui n'est pas un cancer. Le diagnostic différentiel, c'est le terme médical. C'est le fait qu'on peut avoir de l'eau autour du testicule. Et donc ça, ce sont des testicules qui prennent énormément de volume. Parfois, ça peut aller jusqu'à la taille d'une orange, un pamplemousse, et on voit parfois des cas historiques. Ça, c'est de l'eau, mais ça ne concerne pas très, très rarement les patients jeunes. C'est plutôt une anomalie de l'homme mûr, on va dire, après 40, 50 ans et plus. Plus on vieillit, plus c'est fréquent. Ça n'a rien à voir avec une maladie cancéreuse. La vessie. Alors, la vessie, il y a deux choses vraiment importantes à retenir. Probablement que dans l'exposé d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait vous aider pour en parler avec des personnes et les aider à changer leurs habitudes de vie. Et il y a une notion à comprendre. Alors, dans les deux choses à retenir, c'est que la présence de sang dans l'urine n'est pas normale. Il y a cette phrase toute simple de dire que tout saignement anormal est anormal. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a beaucoup de patients qui considèrent que d'avoir à un moment donné du sang dans l'urine, bon, on a saigné, ça a disparu, donc c'était pas grave. Non, le saignement peut être vraiment un signal d'alarme qui attire l'attention. La vessie, il n'y a aucune raison qu'il y ait du sang dans l'urine, sauf situation fréquente, particulière, lorsque les dames font des cystites, où là, quand on fait une infection urinaire du bas d'appareil, une infection de la vessie, il peut y avoir volontiers du sang au moment de la cystite, au moment où ça fait mal, au moment où on fait le diagnostic. Et là, on peut considérer
que, OK, ça fait partie du diagnostic, on ne va pas aller plus loin dans les examens. Par contre, si c'est systématique, ou a fortiori, si, et c'est la photo suivante, la personne est fumeuse, là, il faut vraiment y prêter attention. Donc, une des notions importantes d'aujourd'hui, c'est de dire que le tabac est le facteur favorisant des tumeurs de vessie, c'est le facteur favorisant du cancer de la vessie. La majorité des patients qui ont, et c'est souvent à l'occasion d'un saignement urinaire, une tumeur de vessie, la majorité de ces patients, eh bien, quand on leur dit, question suivante, on leur dit est-ce que vous fumez, ils sont étonnés de la relation qu'il peut y avoir avec le tabac. Le tabac passe dans les poumons, tout le monde le sait, tout le monde comprend très facilement que ça va irriter la paroi de la muqueuse des poumons, donc les gens ils savent bien que ça peut entraîner des maladies au niveau respiratoire, mais ils ne se rendent pas compte que le tabac, les dérivés du goudron, les dérivés du tabac, par contre, donc les goudrons passent aussi dans la circulation sanguine et sont éliminés par les voies urinaires. Et c'est en étant éliminés dans les voies urinaires qu'ils provoquent cette irritation qui favorise les cancers. Beaucoup plus les cancers de la vessie d'ailleurs, parce que la vessie, c'est comme une salle d'attente. On n'est pas incontinent, donc on n'a pas l'urine qui sort en permanence. La vessie est une salle d'attente où, si vous avez des dérivés du tabac qui stagnent dedans, eh bien, plus ça stagne, plus ça irrite, plus ça risque de se transformer en maladie cancéreuse. Et ça, c'est une image de ce que l'on constate quand on opère les patients. On a ce qu'on appelle un polype. Si on veut utiliser un terme non médical, moi j'essaie d'utiliser ce type de termes médicaux, non médicaux en consultation, comme ça les gens ils se rendent compte. Ça ressemble à un corail, si vous voulez. Et là, pour le coup, celui-là, à l'œil nu, on sait qu'il n'est pas grave. On sait pas, c'est l'expérience qui dit ça. Et ce qui est très important aussi de dire aux patients qui, ici présents ou qui regardent chez eux ou au bureau cette conférence, c'est que parfois, on a peur d'aller voir le médecin parce qu'on se dit oui, mais si j'ai quelque chose, je vais rentrer dans un cercle vicieux, ça va être compliqué. Donc, volontiers, les gens disent bon, j'en parle pas, le saignement est parti, donc pas vu, pas pris. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est évidemment pas une bonne idée. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que la majorité des polypes de vessie n'ont pas un potentiel de gravité comme tous les cancers où on a tout de suite l'idée que ma vie est en danger, il va y avoir des conséquences gravissimes. C'est pas vrai. La plupart des polypes, et là je vais faire une comparaison avec les mauvaises herbes qu'on peut avoir dans son jardin, ça ressemble à des pissenlits ou des marguerites. Donc ce sont des mauvaises herbes, mais ce n'est pas grave pour la vie des gens, à condition d'être traités en temps et en heure. Parce que comme les pissenlits et les marguerites que vous laissez dans votre jardin, et si vous partez pendant plusieurs mois ou années, et vous dites c'est pas grave, j'ai un peu de mauvaises herbes, mais c'était que des pissenlits et des marguerites, vous risquez de revenir quelques temps plus tard avec autre chose comme mauvaises herbes, et c'est beaucoup plus compliqué. Une des caractéristiques des polypes de vessie, c'est que ça récidive et surtout ça progresse. C'est-à-dire que les racines vont être de plus en plus profondes. Quand on les prend en charge tôt, c'est pas grave, ça se traite, c'est contrariant pour les gens, mais ça n'est pas, c'est pas dangereux pour leur santé. Bien sûr, il y a des formes plus graves, c'est une autre question, mais la plupart du temps, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vous l'ai déjà dit un petit peu dévoilé, c'est que donc l'urine chargée de ces dérivés du goudron arrive dans les reins, passe dans la tuyauterie à l'intérieur des reins et dans les tuyaux qu'on appelle l'urtère, qui vont jusque la vessie. La vessie étant une salle d'attente, je vous l'ai dit, c'est là que les polypes sont les plus fréquents, mais ça peut aussi se retrouver dans le tuyau qu'on appelle l'urtère, ou ça peut aussi se trouver au niveau des reins. Bien évidemment, bien évidemment, si vous voulez, le fait de diminuer la consommation tabagique supprime ce facteur de risque. Et très souvent, on dit en urologie que s'il n'y avait pas de consommation tabagique, il n'y aurait quasiment pas de tumeurs et de polypes de vessie. Les autres causes, ça peut être les produits chimiques, les dérivés du caoutchouc dans l'industrie automobile, chez les peintres. On voit aussi beaucoup de peintres qui peuvent avoir ce type de problème parce qu'ils inhalent, ils respirent des produits qui ont le même effet ou un effet proche du tabac au niveau des voies urinaires. Pourquoi je vous ai mis cette photo? Je vous ai mis cette photo parce que pour vous expliquer à quel point le tabac peut favoriser toutes sortes de maladies, pas que les polypes de vessie, c'est que donc, je fais un petit pas de travers, un petit pas de côté, mais c'est, je pense, intéressant. Ça peut motiver certaines personnes à se dire, bon, allez, on y va. C'est que
Dans les poumons, vous savez que les poumons, il y a un tube qui s'appelle la trachée. Après, il y a ce qu'on appelle les bronches, les bronchioles. En fait, vous voyez que l'appareil respiratoire, c'est comme un tronc d'arbre et un arbre que vous avez retourné. C'est exactement la même chose. Les bronches, ce sont les branches d'un arbre, et les bronchioles, ce sont les bronchioles qu'on dit aussi au niveau ou plutôt les brindilles qu'on dit au niveau des arbres. Et tout au bout des voies respiratoires, on a ce qu'on appelle les alvéoles. Et les alvéoles, c'est exactement comme les alvéoles dans une ruche. Et vous comprenez bien que si vous avez étalé la paroi des alvéoles d'une ruche, vous avez ouvert votre ruche où il y a des abeilles, vous avez toutes ces alvéoles, vous les étalez les parois, et vous savez que la surface que ça va représenter, c'est beaucoup plus important que la surface de la totalité de la ruche. Voilà. Ce qu'il faut comprendre en vous mettant cette photo, c'est que la surface des alvéoles des poumons, donc la surface au niveau duquel arrive le tabac, c'est l'équivalent d'un terrain de tennis. Vous imaginez le terrain de tennis de Roland-Garros. Nous avons tous Roland-Garros dans nos poumons en termes de superficie de contact pour le tabac à l'intérieur des poumons. Et vous comprenez bien que c'est une surface au niveau de laquelle cette agression, irritation provoquée par les molécules du tabac est considérable. Et ensuite, dans un langage toujours imagé, je vous propose cette façon d'expliquer pourquoi le tabac, quel qu'il soit, aujourd'hui beaucoup plus masculin que féminin, mais les dames sont en train de rattraper les hommes parce qu'on voit le tabagisme féminin qui se développe. Pourquoi le fait de consommer, de fumer, augmente toutes les maladies, quelles qu'ils soient, le diabète, tous les autres cancers, toutes les maladies inflammatoires, tout est augmenté par la consommation de tabac. La raison, c'est quoi? Eh bien, on va faire un petit pas de côté historique. C'est que en juin 1944, le débarquement en Normandie a occupé l'essentiel des forces allemandes pour lutter contre ce débarquement. Et de ce fait-là, le débarquement en Provence, qui a eu lieu non pas le 6 juin 1944, mais le 14 août, le 15 août 1944, ben, le débarquement en Provence a été beaucoup plus facile. Pourquoi? Ben parce que les Allemands ne pouvaient pas être avec la même intensité sur les côtes normandes et sur les côtes de Provence, de Méditerranée. Quand on a notre système immunitaire, nos antioxydants, nos anti-inflammatoires naturels qui sont autant occupés sur une superficie d'un terrain de tennis au niveau respiratoire, vous comprenez bien que notre système immunitaire, nos antioxydants, nos défenses anti-inflammatoires, tout ça, c'est beaucoup moins disponible. C'est pour ça que toutes les maladies sont plus fréquentes chez les personnes qui fument, surtout les personnes qui sont gros fumeurs. Voilà, et cette diapositive le remontre, hein, c'est issu d'une source officielle. On voit bien que le facteur de risque des maladies, c'est avant tout, autant chez les hommes que chez les femmes, le tabac en tant que tel, mais le tabac en tant aussi que pourvoyeur d'aggravation du risque de faire toutes ces autres maladies. Alors, la vessie, voilà, les reins. Alors, pourquoi parler des reins? Eh bien, parce qu'il y a deux types de structures anatomiques à l'intérieur des reins. Il y a la chair du rein, pour parler simplement, c'est comme, on va dire, la chair du rein, on va dire, c'est vulgairement le rognon, hein, c'est ce que l'on mange quand on va manger des reins en cuisine. Et puis, il y a la tuyauterie. Alors, il faut savoir que la tuyauterie, je vous en ai parlé juste avant, gros facteur favorisant, c'est le tabac, mais pas que, les produits chimiques, les peintres exposés ou ceux qui travaillent dans l'industrie des voitures ou des caoutchoucs. Après, il y a les tumeurs qui se développent sur la chair du rein. Et là, en fait, on n'a pas aujourd'hui clairement objectivé ce qui peut les favoriser. Donc, on ne sait pas clairement comment limiter leur impact. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le diagnostic de ce type de maladie se fait beaucoup par hasard, de façon fortuite, parce qu'on fait une échographie pour la vésicule biliaire, on fait une échographie pour l'abdomen. Et fort heureusement, c'est grâce à la fréquence quand même des examens maintenant réalisés en médecine et la facilité notamment des échographies, on a souvent des diagnostics assez tôt, assez précoces. Pour terminer avec la présentation de la prostate, alors évidemment, c'est ce à quoi on pense le plus quand on parle des cancers masculins. Alors pour essayer de simplifier les choses et marquer les esprits,
La prostate, c'est ce qui est là, ici, un peu gris au milieu de ce schéma. Eh bien, la prostate, ça ressemble à une pomme. C'est très simple, donc un langage imagé, ça ressemble exactement à la forme d'une pomme. Vous imaginez que la pomme, vous avez enlevé le trognon et donc vous vous retrouvez avec un canal qui traverse votre pomme. C'est exactement ce qui se passe avec la prostate. La prostate ressemble à une pomme et est traversée par le canal urinaire, on le voit bien sur ce schéma. Et il y a, en termes de prostate, deux types de maladies. Ça, je pense que c'est vraiment un message important parce qu'il y a souvent une confusion avec la prostate. Il y a deux types de maladies. Et donc maintenant, on va quitter la pomme pour prendre un autre exemple. On va prendre l'exemple de l'œuf dur, plus exactement, parce qu'il y a au cœur de la prostate, on le voit sur le schéma tout en bas, le plus haut, eh bien, quand on est jeune, quand on a une vingtaine d'années, il y a rien de particulier dans cette prostate, mais au fur et à mesure que l'on vieillit, on voit comme si on voyait apparaître un jaune d'œuf au milieu d'un œuf. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'adénome, qui est aussi jaune sur cette diapositive. Et comme la prostate est traversée en son milieu par le canal urinaire et que cet adénome, ce jaune d'œuf, est au milieu, tout doucement, ça va venir progressivement comprimer le canal urinaire. Et c'est ça qui est responsable des gènes que les hommes ont en consultation ou qu'ils décrivent, c'est-à-dire ils ont un G quand ils font pipi qui est moins fort, ils se lèvent plus la nuit parce que la journée et la nuit, ils vident moins bien leur vessie, ils peuvent avoir de l'urine qui stagne parce qu'on a moins bien vidé et donc on fait une infection urinaire. Et donc cet adénome de prostate, est responsable de tous les signes cliniques de la prostate masculine. Quand un homme dit « je suis gêné », c'est à cause de l'adénome. Ce n'est pas à cause, l'autre diapositive qui est là, en tout cas c'est très rarement à cause du cancer, parce que le cancer de la prostate, 8 fois sur 10, se développe non pas dans le jaune d'œuf, mais dans le blanc de l'œuf. C'est-à-dire qu'il est à distance du canal urinaire. Le canal urinaire est là, et le cancer de la prostate, 8 fois sur 10, c'est en périphérie. Et comme c'est en périphérie, il va falloir des mois, des années, tout doucement, pour que finalement, ils viennent gêner le confort urinaire de ces messieurs. Et c'est pour ça que il y a 30 ou 40 ans, comme on n'avait pas les moyens du dépistage du cancer de la prostate, comme on n'avait pas cette prise de sang que beaucoup de messieurs et de personnes connaissent, ce qu'on appelle le PSA, la maladie du cancer de la prostate il y a 40 ans, ce n'était pas une maladie d'urologue, c'était une maladie de rhumatologue, parce que le cancer était découvert au stade de la métastase osseuse, parce qu'avant qu'il vienne gêner le canal urinaire qui est au milieu, eh bien, ça fait un moment qu'il avait déjà envoyé des cellules malignes ailleurs et que les gens avaient des manifestations douloureuses de métastase osseuse. Aujourd'hui, ce sont des situations très rares, très très rares, parce que on examine les gens, plus, même si les hommes d'aujourd'hui restent réticents à avoir un examen clinique avec le doigt dans le derrière, ça fait pas mal. Vous comprenez qu'il y a 40 ou 50 ans ou 60 ans, c'était hors de question. Donc l'examen clinique, il était vraiment réduit au minimum. Vous n'êtes pas gêné pour faire pipi, tout va bien, mais on parlait à ce moment-là que de l'adénome. On ne se rendait pas compte que les gens ils passaient à côté du diagnostic possible du cancer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et si on veut garder un message simple, on peut dire que l'adénome de la prostate, qui est au cœur de la prostate et qui grossit, qui comprime le canal urinaire, en fait, l'adénome de la prostate, il parle. C'est lui qui est responsable des signes cliniques. Donc à tous ces messieurs qui disent « j'ai rien, donc j'ai rien », c'est-à-dire que je ne suis pas gêné pour faire pipi, donc je n'ai rien, j'ai aucun risque d'une maladie cancéreuse, c'est pas vrai. Parce que le cancer, il est muet. Le cancer, quand il commence au niveau de la prostate à donner des signes, c'est que c'est quand même une forme évoluée que l'on rencontre rarement. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont, à un moment donné, c'est pour vous rassurer, tous ces messieurs qui pourraient avoir cette situation, un cancer de la prostate qui est mis en évidence et qui ont déjà un peu de gêne pour faire pipi. Très, très, très certainement, ce sont des gens qui ont un cancer de prostate qui a été dépisté, mais qui ont aussi un petit adénome qui commence à les gêner. Ils ont les deux, si vous voulez. Aujourd'hui, vraiment, sincèrement, avoir un cancer de la prostate responsable d'une gêne urinaire qui fait que c'est à cause de ça, c'est rare, heureusement. Alors, dans la prostate, tout le monde connaît, beaucoup de gens connaissent cette prise de sang, le PSA. Alors, le PSA, ça veut dire prostate spécifique antigène. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est spécifiquement fabriqué par la prostate
Alors, là aussi, je pense que c'est intéressant dans une réunion comme aujourd'hui de préciser le sens des mots. Eh bien, moi, en consultation, je fais un parallèle pour sortir du discours du médecin et pour aller dans le discours de la vie des gens. Eh bien, je leur dis, finalement, la prostate, c'est comme une voiture, c'est comme un moteur de voiture. Et cette voiture, elle fabrique du gaz d'échappement. La prostate, elle fabrique du PSA. Et lorsque plusieurs situations se présentent, on peut avoir, avec le moteur de voiture, plus de gaz d'échappement, avec une prostate, plus de PSA. Alors, c'est quoi ces circonstances? Bah, vous comprenez que si vous avez une grosse voiture, un gros 4x4, vous avez naturellement plus de gaz d'échappement que si vous avez une Fiat 500. Donc, de la même façon, les messieurs qui ont une grosse prostate ont naturellement un taux de PSA de base plus augmenté. Ce n'est pas qu'ils ont un cancer, c'est peut-être simplement à cause de leur prostate plus volumineuse. Vous comprenez qu'une voiture qui vieillit a de plus en plus un moteur qui se dérègle avec un peu plus de gaz d'échappement. C'est pas grave, c'est pas foutu. Simplement, le moteur est un peu plus âgé. C'est la même chose chez les messieurs. Un taux de PSA normal quand on a 50 ans, ça doit être en dessous de 3,5. 3. Un taux de PSA normal chez un monsieur de 80 ans, quand il est à 8, on ne s'inquiète pas. Ça dépend de l'âge du patient. Le PSA et le gaz d'échappement peut être aussi augmenté pour un moteur de voiture quand il y a un problème temporaire, un mauvais réglage de je ne sais quelle pièce de mécanique. Et à ce moment-là, on a plus de gaz d'échappement, hop, et puis on règle, on va chez le garagiste, ça revient et tout rentre dans l'ordre. C'est la même chose en santé, en urologie. Quand on a une infection urinaire, mais aussi quand on fait juste une grippe, une angine, n'importe quel un rhume, n'importe quel événement infectieux ou inflammatoire peut venir parasiter le taux de PSA. On voit bien d'ailleurs quand on fait la grippe, qu'on a mal à la gorge, mais on est courbaturé de partout, si vous voulez. On se rend bien compte que la grippe, ce n'est pas que un problème respiratoire, c'est quand même un problème global. Il faut garder dans l'esprit cette notion, c'est que le corps est un tout et que ce n'est pas parce qu'on a mal à un endroit qu'il y a que cet endroit qui peut être perturbé. En tout cas, c'est vrai pour la prostate qui est extrêmement sensible, extrêmement susceptible à tout événement infectieux ou inflammatoire. C'est la raison pour laquelle, quand les messieurs, quand vos époux, mesdames, vont faire une prise de sang du PSA, c'est bien que ce ne soit pas dans les suites rapides d'une grippe, d'une angine, d'un Covid, etc. Il faut attendre au moins 15 jours pour être sûr de ne pas s'inquiéter à tort de quelque chose qui n'était finalement pas inquiétant. Juste, on a réglé, on a laissé passer le problème inflammatoire ou infectieux, et puis le PSA est revenu à une valeur normale. Voilà. Que puis-je faire? Que puis-je faire alors? Pour ces différents cancers masculins, dans une démarche de prévention. C'est le cœur du sujet d'aujourd'hui. Alors, que puis-je faire pour le testicule? La clé, vraiment la clé, c'est d'en parler parce que vous avez vu, ça concerne des hommes jeunes, des adolescents, ça peut commencer à 15 ans, et de dire en tant que maman, de dire que vous vous palpez la poitrine parce que c'est normal et que vous le faites et vous l'expliquez. Et l'exemple, c'est quand même un très bon vecteur d'éducation et de dire aux enfants, c'est important que tu te palpes les testicules. Il y a un âge où on peut encore le faire. 15 ans, ça peut devenir difficile, mais de le dire. Ça peut être aussi quelque chose partagé par le papa en disant, écoute, c'est important de le faire. Et le repère, c'est quoi? C'est en fait très simple. C'est plus on le fait de façon régulière, plus il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, on va le déceler. Alors, on ne va pas se palper les testicules tous les jours, on est d'accord, mais d'y penser une fois à l'occasion, d'avoir ce repère. Et normalement, un testicule, ça a la consistance du globe oculaire. Si vous fermez l'œil, vous appuyez sur votre globe oculaire, c'est ça la consistance plutôt normale d'un testicule. Et on dit aux jeunes, et aux moins jeunes après, quand ils ont passé 20, 30 ans, dès qu'il y a une consistance qui n'est pas comme d'habitude, qui est différente du reste, il faut voir le médecin. Il faut y penser. Et nous, en urologie, on dit que toute masse du testicule, donc toute anomalie dans le testicule est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Donc on a l'échographie très facile dans cette situation-là. Et bien sûr, on voit un urologue parce qu'on a quand même une expertise à l'examen clinique. Donc il y a vraiment une notion importante du dépistage et je vous assure, on voit régulièrement des hommes jeunes qui ont attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois parce qu'on n'osait pas en parler. Et puis on les voit arriver avec un testicule qui est devenu globalement tumoral et c'est plus tout à fait la même chose. Cependant, on va terminer avec quelque chose qui pourrait inquiéter quand même, c'est que le cancer du testicule, c'est celui de tous les cancers qui se guérit le mieux. C'est-à-dire que tout cancer, tout stade
confondus, y compris quand il y a des métastases, on guérit plus dans 95% des cas. Il y a un sportif célèbre, Lance Armstrong, qui a, en trichant, gagné plusieurs Tours de France. Et lui, il a été traité d'un cancer du testicule métastasé. Ça lui a donné une certaine aura à l'époque. Maintenant, il l'a perdu avec ses comportements de dopage. Mais ce monsieur avait un cancer de testicule métastasé. Il est vivant. Et on dit aussi que quand il n'y a pas de métastase, le cancer du testicule se guérit à 98% ou plus. Donc c'est vraiment une maladie, ça vaut le coup d'en parler, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment sensibiliser les jeunes et les adolescents les moins jeunes. D'accord? Ça se voit aussi chez les personnes âgées, mais c'est plutôt une maladie, c'est plutôt les maladies du sang qui peuvent donner des tumeurs dans les testicules. Pour le cancer de la vessie, que faire? Tout saignement anormal est anormal. Donc la présence de sang dans l'urine n'est pas quelque chose de banal. Il y a une présence de sang qu'on voit facilement en urologie, en médecine. C'est une anecdote, enfin, qui n'en est pas une expérience médicale. C'est les gens qui font des courses, les marathons, les trails, tout ça. Il faut se rendre compte que le rein étant un organe qui est mobile dans le corps, il y a des personnes, et comme ce sont souvent des gens plutôt minces, ils n'ont pas beaucoup de graisse autour du rein pour amortir. Ce sont des personnes en courant, ça fait comme des petites secousses à chaque pas. Et la présence de sang dans l'urine d'un marathonien est quelque chose d'extrêmement fréquent. La plupart du temps, c'est du sang au microscope. Donc, on ne va pas faire une bandelette sanguine, une bandelette urinaire, par exemple, à quelqu'un qui vient de faire son footing le dimanche. On va attendre. Là aussi, c'est comme le PSA après une infection, une grippe, une angine, il vaut mieux attendre. Mais on peut avoir des marathoniens qui ont vraiment du sang, de l'urine rouge après une course. Moi, j'ai vécu ça une fois. Et ce patient avait du sang, il était au courant, il dit, il vient me voir quand même. Il dit, mais bon, je fais une préparation marathon. Il a quand même eu une échographie, il avait une authentique tumeur de vessie. Tout saignement anormal est anormal, c'est une vraie règle. Et quand on prend les choses en temps et en heure, vraiment, comme c'est souvent, je rappelle l'expression tout à l'heure des pissenlits et des marguerites, c'est quand même des cellules cancéreuses, mais ce n'est pas avec un potentiel de gravité qui fait qu'on est tout de suite congelé par le pronostic que l'on redoute. D'accord? Que faire pour les reins? Eh bien, les reins, les radiologues ont cette habitude, quand ils font une échographie abdominale, par exemple d'une vésicule biliaire ou d'autres choses dans la sphère abdominale, c'est une vraie habitude dans le monde de la radiologie, c'est d'aller regarder un coup d'œil sur les reins aussi. Ça fait partie de cette notion de dépistage. On a de la chance d'avoir ça qui est rentré dans les mœurs radiologiques dès qu'on fait une échographie abdominale, c'est jeter un petit coup d'œil sur les reins. Que faire concernant les cancers des tuyaux, de la tuyauterie, on appelle ça les calices, peu importe le terme, le bassinet, c'est le gros tuyau à la sortie du rein. Bien là, le gros facteur de prévention, c'est par rapport au tabac, évidemment, et toujours cette notion que si on a du sang dans l'urine, on en parle à son médecin, on n'attend pas de voir si ça va revenir, on en parle dès la première fois. C'est vraiment quelque chose d'important. Que faire concernant la prostate? Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas en France de dépistage du cancer de la prostate dans le sens médico-économique. C'est-à-dire, en France, il y a un dépistage pour le cancer du côlon, pour le sein et pour l'utérus. Toutes les dames reçoivent, à partir d'un certain âge, un courrier leur disant il se serait bien d'aller faire un contrôle, une radiographie ou ça peut être une échographie. Tous les hommes, à partir de 50 ans, toutes les dames à partir de 50 ans, reçoivent une enveloppe avec la proposition de faire un contrôle de la présence ou non de sang dans les selles. Ça, c'est pour le dépistage du cancer du côlon. Aujourd'hui, il n'y a pas cette notion pour ce qui est de la prostate. Il n'y a pas aucun homme ne reçoit une lettre en lui disant allez faire un PSA. Non. Pourquoi? Parce que d'un point de vue médico-économique, il semble qu'il n'a pas été prouvé que pour la société au niveau économique, il n'y a pas de réel bénéfice à dépister pour tout le monde. On regarde du coût que ça risque de représenter. On regarde du coût que risquent de représenter les traitements s'ils ne sont pas forcément justifiés, parce qu'à un moment donné, ça peut être le cas. Ça n'a pas de réel bénéfice par rapport au fait de dépister chaque homme en termes de la santé personnalisée de chacun. Donc, je crois que ce qu'il faut pour chacun, c'est le savoir. Il y a des messieurs qui vont être sensibles à la démarche et qui peuvent faire la démarche d'aller voir leur médecin traitant et leur dire j'aimerais bien faire un contrôle du PSA. Et si c'est le patient qui le demande, il n'y a aucune raison que le médecin refuse cette demande. Par contre, il faut savoir que si le médecin
prescrit systématiquement à tous les patients masculins après 50 ans, tous les ans, une prise de sang, on peut venir lui demander la justification des frais provoqués et on peut même aller jusqu'à lui demander de rembourser ses frais s'il n'a pas la possibilité d'en justifier la raison. D'accord? Donc ça, c'est pour ça qu'on doit être acteur de notre santé. On peut faire cette démarche de dire, moi, ça m'intéresse. Tout le monde ne va pas être intéressé, mais ceux qui pensent que ça peut être intéressant, faites-le. Ce qu'il faut savoir avec le PSA, cette prise de sang, c'est que pour reprendre un langage qui n'est pas un langage de docteur, et on va maintenant, tout à l'heure on était avec la pomme et l'œuf dur, maintenant on va aller dans le verger, plutôt dans la cuisine. Le PSA, ce qui est important, c'est la surveillance d'année en année, comme quand vous surveillez du lait qui est en train de cuire dans une casserole. Si vous avez bien réglé votre plaque de cuisson, le lait va augmenter tout doucement, mais il ne va jamais déborder la casserole. Si vous avez un lait qui monte très vite et qui risque de déborder, eh bien, c'est que votre plaque de cuisson n'est pas réglée. Pourquoi je dis ça? Eh bien, si vous avez une surveillance régulière du taux de PSA et qu'on voit qu'il augmente, mais tout doucement, ça, c'est l'évolution naturelle de la prostate. Comme je vous le disais tout à l'heure, en vieillissant, c'est normal qu'on fabrique plus de PSA, comme une voiture fabrique plus de gaz d'échappement. Par contre, si vous avez un taux de PSA qui augmente vite, là, il faut être attentif. Moi, je me rappelle le cas au cabinet médical d'un patient qui avait un taux de PSA. Ce monsieur travaillait donc à la SNCF. Je pense qu'il avait une cinquantaine d'années. Il avait un PSA extrêmement bas. Il était à 0,5 ou une valeur comme ça, très très basse. L'année suivante, il avait doublé, mais ça restait très bas par rapport à la référence normalement de l'âge. Il avait doublé. On l'a recontrôlé au bout de 6 mois. Il a continué à progresser. Ce monsieur, il a eu un cancer de prostate. Il a été traité parce qu'il avait cette surveillance régulière qui montrait qu'on allait, entre guillemets, déborder les bords de la casserole rapidement. Il a été traité sans attendre qu'il ait dépassé en termes de prise de sang la valeur qui était la normale maximale théorique de son âge, qui était plutôt aux alentours de 3 ou 3,5. Lui, il a dû être traité, il est passé 0,5, 1, 1,5, on n'a pas attendu. C'était pas normal, ça allait trop vite, si vous voulez. Donc cette notion de prise de sang est très intéressante. On a vu globalement ce qui, pour chaque cancer, le testicule, l'autopalpation examinée, pour la vessie, le saignement dans l'urine, il faut réagir. Le tabac, facteur favorisant de polype de vessie. On a vu pour les reins l'intérêt d'avoir, ça c'est plutôt le travail des radiologues, et aller voir à chaque fois les reins, même si on regarde autre chose dans l'abdomen. Le fait qu'on peut avoir, à cause du tabac aussi, des polypes dans les reins. Et la prostate, on vient d'en parler. Maintenant, ce que je voudrais pour poursuivre et terminer cette conférence, vous parler d'une façon générale. Qu'est-ce que, si on a ce raisonnement du Pareto, c'est-à-dire de dire quels sont les quelques gestes importants que je peux faire pour que globalement j'ai le maximum de bénéfices en termes de santé? Eh bien, dans ces 20% de gestes qui peuvent entraîner 80% de bons effets, alors sans faire de la publicité parce que ce n'est pas du tout le sens de mon propos, j'espère que vous le percevez dans la façon dont je m'exprime. Moi, c'est exactement ça que j'ai partagé dans ce livre, c'est parler un langage des gens plutôt que parler un langage de docteur. Parler avec des choses que l'on va retenir. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a 3 grandes choses très importantes. Évidemment, le sucre, évidemment, mais je vais essayer de vous expliquer en termes simples pour que vous vous rendiez compte que ça a vraiment du sens de le mettre un petit peu en premier de la classe des mauvais élèves, de classe de mauvais élèves. Le sucre, il y a l'activité physique probablement en premier de la classe des bons élèves par rapport à la santé. Et puis, bien évidemment, ce tabac dont je vous ai dit que finalement, parce que la superficie des poumons, de la muqueuse des poumons est tellement considérable, ça occupe tellement nos défenses de santé et qu'on est plus sujet à toutes les autres maladies. S'il y avait donc pour ça un message, évidemment, dès que vous avez le temps, dès que vous pouvez y penser, essayez de diminuer la consommation de tabac et essayez de penser que ce n'est pas uniquement pour vos poumons, ce n'est pas uniquement pour obéir, c'est aussi parce que vous avez compris que vous allez un jour vous y mettre. J'aime bien cette phrase de Clémenceau qui a dit, Clémenceau qui a été président du Conseil au début c'était je ne vais pas faire d'histoire parce que je risque de me planter, mais je pense que c'était au début du XXe siècle. Il a dit, tant qu'on n'a pas arrêté d'essayer, on n'a pas échoué. Je trouve que c'est une belle philosophie plutôt que de dire il faut être parfait tout de suite. On essaye, on ne réussit pas, on réessaye.
On dit qu'un enfant est tombé plus de 10 000 fois avant de savoir marcher, donc ça vaut le coup d'essayer. Heureusement qu'on ne s'est pas tous arrêtés d'essayer, puisque sinon on serait tous assis en permanence et qu'on a tous appris à marcher. Alors, le sucre, il y a deux choses extrêmement importantes avec le sucre, très faciles à comprendre, à condition qu'on vous l'explique en termes simples. C'est que le sucre provoque ce qu'on appelle un phénomène de glycation. Toutes les personnes, tous les messieurs, toutes les dames qui ont un diabète ont une prise de sang qui concerne ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. La glycation, c'est le mot glyqué. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand on a du sucre dans notre organisme, ce sucre va venir se coller à toutes les structures à l'intérieur de notre corps. Et là, je vais vous faire un parallèle de cuisine. Si vous avez du sucre dans votre cuisine, que vous le mettez dans une casserole d'eau et vous chauffez l'eau à plus de 100 degrés, vous fabriquez du caramel. Voilà, c'est ça qui se passe. Recette très simple. Eh bien, vous comprenez bien que comme notre corps est une structure, chez une dame, c'est 60-65% fait d'eau. Nous sommes entre les messieurs, entre 65 et 70% fait d'eau. Donc, globalement, nous sommes des casseroles d'eau. Nous sommes des casseroles d'eau chauffées à 37 degrés. Je comprends que ce ne soit pas un langage médical, mais c'est au moins un langage qu'on comprend. Et vous comprenez que si vous avez dans cette eau à 37 degrés chauffée mis du sucre, eh bien, vous allez avoir à l'échelle microscopique, c'est ce qui se passe dans notre corps, la production d'un phénomène de caramélisation. C'est ça la glycation. La glycation, c'est la caramélisation des tissus. Et quand vous avez du caramel dans une casserole, si vous mettez n'importe quoi dans cette casserole, tout va être collé. Tout va être collé. Et plus vous allez attendre, plus ça va être collé, plus ça va être difficile à se défaire de ce caramel. C'est exactement la même chose. Chez les diabétiques, l'hémoglobine glyquée donne un reflet du degré de caramélisation de leurs cellules. Ça touche tout, hein. Ça peut toucher les graisses, ça touche les anticorps, ça touche les protéines, ça touche tout. C'est pour ça que les diabétiques sont des personnes qui sont plus fragiles pour toutes les maladies, notamment infectieuses, parce que la qualité des défenses immunitaires, ce sont des protéines, les immunoglobulines, est altérée par cette glycation. C'est pour ça que la glycation est la deuxième cause de cataracte aussi. C'est la glycation du cristallin, c'est la deuxième cause de cataracte. La glycation de la peau explique qu'il y a des personnes qui ont, les diabétiques, les gens qui ont un taux de sucre plus élevé, ont des problèmes au niveau articulaire, au niveau des ligaments, au niveau de la peau. Toutes les structures sont potentiellement glyquées. Après, le sucre est aussi, on le sait, un carburant extraordinaire. C'est grâce au sucre que le sprinter peut courir parce que c'est le premier carburant consommé dans une action rapide de sprint, par exemple. Les coureurs de fond, ce n'est pas tellement le sucre qu'ils consomment, c'est plutôt les graisses. D'accord? Eh bien, quand vous avez, là je vais faire un parallèle encore, c'est l'excès de sucre entraîne une production excessive de ce qu'on appelle les radicaux libres. Alors les radicaux libres, la comparaison c'est quoi? Ben, vous imaginez que vous avez une cheminée et dans votre cheminée, vous avez non pas mis une bûche, mais vous avez mis un tronc d'arbre. Et bien là, vous avez beaucoup de petites flamèches. Vous savez, ces petits trucs-là qui sortent, et c'est pour ça qu'on a mis un pare-feu. Eh bien, les flamèches d'un feu de cheminée, ce sont les radicaux libres de la consommation du sucre par nos cellules. Il y a environ 2% de consommation de production de radicaux libres. C'est naturel. On va dire 2% de production de flamèche d'un feu de cheminée. Il y a l'essentiel, c'est de la chaleur, mais il y a un petit peu de flamèche quand même. Mais plus vous avez une alimentation sucrée, plus vous mettez de bois dans votre cheminée, plus vous avez intérêt à mettre un pare-feu important. Et bien, de la même façon, plus on a une consommation riche en calories, plus on produit des radicaux libres et plus on a besoin de tout ce qu'on appelle, vous avez déjà entendu, ces antioxydants qui sont naturellement faits pour contrôler ça. Parce que les radicaux libres, ça provoque une oxydation, donc on a besoin des antioxydants. Et là, normalement, c'est apporté par notre alimentation. On en trouve dans essentiellement les légumes, des légumes colorés, beaucoup aussi dans les fruits rouges, très riches en antioxydants. Le raisin, donc le vin rouge est aussi apporteur d'antioxydants. Mais le problème, on peut se retrouver dans une situation où on a tellement consommé tellement besoin d'antioxydants parce qu'on a tellement de flamèches qu'on se retrouve avec un déséquilibre. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Alors, vous comprenez que si en plus on fume beaucoup et qu'on a des champs de bataille déjà où vous avez une charge, une consommation de vos défenses immunitaires et antioxydants, vous êtes encore plus sujet à des problèmes liés
à la production radicaux-libres. Voilà. Ce qui est vraiment très important dans un exposé comme ça, et c'est la grande tendance qu'on peut avoir en médecine, c'est de dire aux gens, faites ceci, faites cela. On dit, il faut arrêter de fumer, il faut faire du sport, il faut boire de l'eau, il faut. Moi, avec une conférence comme ça, là où je veux vous sensibiliser, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de permettre de comprendre, parce que quand on a compris, on est beaucoup plus à même de dire, bon, bah, ça, je vais le faire. J'ai compris que euh, euh, peut-être consommer différemment, fumer un petit peu moins. Euh, je pense que vraiment, quand on a compris, on est beaucoup plus acteur de sa santé. Voilà, je vous remercie. Merci, docteur. Alors déjà, on vous remercie beaucoup. Les commentaires en ligne, vraiment, vous remercie pour ces exposés clairs qui nous a beaucoup intéressés. Et c'est le moment des questions. Est-ce que déjà en salle, vous avez des questions? Oui, j'arrive. J'essaye d'arriver. Bonjour, bravo pour la clarté du propos et des images. La SNCF, nous sommes plutôt une entreprise masculine, même s'il y a des efforts de fait pour la féminisation de certains emplois. On recrute beaucoup de jeunes. Est-ce que vous auriez, compte tenu de votre rôle dans un cabinet médical, vous voyez beaucoup de cheminots, est-ce que vous auriez un conseil à donner en termes de prévention? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent, de mieux pour être plus présent sur les aspects de prévention? Alors, avec toutes ces années d'expérience, je me suis rendu compte que, et c'est un petit peu, je pense, l'image qu'ils ont en économie, les gens qui sont dans le commerce, il faut donner à avoir envie aux gens d'acheter le produit. Et donc, ce n'est pas du tout l'idée de la santé et de la médecine, mais en tout cas, mais de façon générale en France, c'est comment faire pour donner envie aux jeunes de prendre soin de leur santé. C'est de leur permettre de mesurer les enjeux. Et moi, je dirais, par exemple, par rapport au sucre, par rapport à l'alimentation, par rapport à l'activité physique, c'est extrêmement pourvoyeur d'acné, par exemple, de troubles de l'érection. Là, les gens, ils commencent à se dire de douleurs, de règles douloureuses, par exemple. D'accord? L'acné aussi chez les dames. Donc, la prise de poids. D'accord? Et toutes ces choses, comment faire pour sensibiliser, c'est leur montrer à quel point, en changeant quelques petites choses, ça peut leur rendre service. Et par exemple, euh, pour la prise de poids ou par exemple pour les problèmes dermatologiques. Le sucre est extrêmement... la fast food, moi je l'appelle, je l'ai écrit, j'ai dit c'est la néfaste food, si vous voulez. D'accord? Et c'est des bouffodromes. Alors les gens, ils le savent, mais ils ne mesurent pas à quel point. Par exemple, le fait de manger vite un repas, c'est ce qui se passe quand on va manger ce type de produit. Il n'y a pas la satiété, par exemple. Et quand rien le fait que de prendre le temps de mâcher, les gens perdent du poids. C'est extraordinaire. Rien le fait de prendre le temps de mâcher, on perd du poids parce qu'on a le temps d'avoir la satiété. On dit que c'est une vingtaine de minutes. Quand on mâche, on est d'accord que c'est pas les pains des hamburgers qu'on mâche, c'est pas les steaks hachés qu'on mâche, c'est des abroyés. Donc c'est un autre type d'alimentation et on voit apparaître maintenant des petits, on va dire des fast-food, mais avec une alimentation vertueuse. Hein. On voit les gens qui commencent à être sensibles à ça. Et rien que le fait de dire, ben, en mâchant, vous aurez la satiété, en mâchant, vous allez préparer aussi votre digestion et on les sensibilise. Donc, moi, dire comment faire que les gens accrochent à ça chez les plus jeunes, c'est de leur montrer en fait que ce qui est en train de se passer, c'est un peu dans leurs habitudes. Le pire ennemi de la santé des gens, moi je dis en consultation, c'est un, les habitudes, deux, le sucre. C'est même pas le sucre en premier, c'est vraiment les habitudes. Et quand on a compris, toujours l'idée de tout à l'heure, on ne peut pas décomprendre. Et c'est assez étonnant de voir des gens, quel que soit l'âge, qui après sortent de la station de métro 2 stations avant, terminent en marchant, qui vont faire un tour du pâté de maison le soir en rentrant, qui ont un vélo dans leur voiture, qui sortent. Ils se garent à un endroit où le parking est gratuit, ils sortent le vélo pliant. Les vélos pliants, ce n'est pas forcément des gros budgets. Ils terminent comme ça. Donc, trouver les arguments pour leur permettre de dire oui, ça m'intéresse. C'est comme ça que je ferai. Merci pour cette conférence. C'est moi là, pardon. Je voulais savoir, vous avez parlé du tabac comme facteur favorisant. Qu'en est-il de la cigarette électronique? Alors, écoutez,
La sagesse, c'est quand on ne sait pas de le dire. Donc moi, je n'ai pas d'avis particulier. Je ne vais pas vous donner une réponse entendue. Je n'ai pas une connaissance particulière que j'ai pu m'approprier. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre. Je dirais, mais vous le savez comme moi, c'est que c'est mieux que de fumer du tabac. Mais quelles sont les conséquences? Je n'ai pas d'idée. Je ne me sens pas légitime pour parler de ça. Alors, nous avons encore une question en salle. Bonjour, deux questions. Déjà, quelle est la part de l'hérédité dans les cancers que vous avez cités? Et deuxième question, vous avez parlé d'une plage d'âge sur le cancer des testicules, mais qu'en est-il du cancer de la prostate et à partir de quand faut-il commencer à se faire dépister? Alors, c'est très, très... Merci parce que la question de l'hérédité dans les cancers, ça vient tout de suite, enfin, très vite, voilà, très vite comme sujet. Je vais vous faire un petit parallèle d'abord. C'est la conclusion de ce que j'écris dans mon livre. Je l'ai appelé, ça aurait pu être le titre d'une fable de La Fontaine, La graine et le jardinier. Pourquoi ça? Parce que quelqu'un qui a un potager sait très bien que pour avoir une bonne production à l'été, au printemps, il faut bien sûr une bonne graine. Donc ça, c'est la génétique. La génétique, c'est le potentiel de la graine. Mais il faut aussi l'exposer au soleil, il faut une bonne terre, il faut aussi les légumes avoisinants, il faut aussi de l'eau, du pollen, des abeilles, il faut aussi le travail du jardinier, parce que la graine, si elle est toute seule, il ne va rien se passer. Donc en fait, effectivement, il y a un facteur génétique dans les cancers, parce que la graine peut avoir un petit bug informatique, on va dire, mais aujourd'hui, on sait que l'environnement, toutes ces autres énergies qui viennent nourrir la cellule, comme ce qui nourrit la graine d'un potager, c'est aujourd'hui l'essentiel. L'essentiel. Alors, pour ce qui est maintenant des cancers dont on a parlé tout à l'heure, il y a vraiment un cadre possible héréditaire dans le cancer de la prostate. Alors, c'est loin d'être le plus fréquent. Il faut que vous absolument savoir une chose, c'est que il y a une vingtaine d'années, ou peut-être même 30 ans maintenant, en Angleterre, il y a une étude qui a été faite. Ils ont analysé la prostate de quantité de personnes qui étaient décédées de toute autre chose que de la prostate. Accident de la route, infarctus, maladie des poumons, du côlon, n'importe quoi, mais pas le cancer de la prostate. Après 70 ans, on a trouvé dans plus de 60% des cas la présence de cellules cancéreuses. Ça veut dire que la présence de cellules cancéreuses dans la prostate, arrivée à un certain âge, c'est banal. Ça a complètement influencé la stratégie du traitement. Il y a 30 ans, quand on a commencé à découvrir le PSA, qu'on s'est dit, tiens, maintenant, le cancer de la prostate est une maladie urologique. Avant, elle était rhumatologique, comme je l'ai dit. On s'est retrouvés, les urologues de l'époque se sont retrouvés avec quelque chose qui leur a permis d'avoir l'impression de se dire, ben, on va guérir tout le monde. Et à cette époque, il y a certainement des quantités de personnes qui ont été traitées trop tôt. Et donc qui ont eu en plus des traitements en cours d'évaluation, la chirurgie à l'époque, la radiothérapie à l'époque, avec des conséquences sur l'incontinence, sur l'érection qui étaient majeures. C'est plus du tout le cas maintenant. Maintenant, on a le recul et on s'est rendu compte que quand on a un cancer de la prostate, on sait dire ceux qui ont plus ou moins de risques. Et il y a des personnes qui ont un authentique cancer, au cabinet médical, c'est le cas, qui ne sont pas traitées, qui sont juste surveillés, parce qu'ils font partie de cette population de gens à venir qui auront eu des cellules cancéreuses, mais que ça n'aura jamais dérapé, si vous voulez. Donc, c'est tout l'intérêt de cette surveillance régulière. Pour revenir sur le cancer héréditaire, la génétique dont vous parlez, quand on a dans la famille, au premier degré, un père, un frère qui a un cancer de la prostate, si c'est avant 55 ans ou a fortiori avant 50 ans, là, il y a vraiment un contexte héréditaire à chercher. D'accord ? Et si on a dans le premier degré aussi cancer du sein, dans la famille, là aussi, c'est intéressant. Donc, toutes les mamans, toutes les épouses et qui ont eu un cancer du sein, c'est intéressant de sensibiliser les enfants, les fils, ou les maris, si le père de son mari a eu un cancer, ou la mère de son mari a eu un cancer du sein. Donc, les mêmes gènes sont responsables chez l'homme la prostate et chez la femme le sein. C'est le BRCA1 et A2. Ce sont des gènes qui font que si on n'a plus de risque. Donc, il y a un cadre génétique. Pour le cancer du testicule, j'en ai pas la connaissance. Pour le cancer de la vessie, non plus. C'est vraiment le facteur, c'est le tabac ou les produits chimiques. Pour l'âge du dépistage, donc vous avez compris que le mot dépistage, on ne peut pas trop l'utiliser si on veut parler en médico-économique.
mais en urologie, l'Association française d'urologie propose ces démarches. C'est à partir de 50 ans. À partir de 50 ans, faire un PSA, ça permet d'avoir un niveau de départ et on le fait une fois par an. Et on voit l'image de tout à l'heure, si le lait monte vite ou pas vite dans la casserole. Et donc, on a des patients qui peuvent avoir un PSA augmenté, mais d'une année à l'autre, ça ne bouge pas. OK. Il faut les examiner aussi, hein, d'accord. Hein. Il faut sortir de l'idée, j'en profite de tous ces messieurs qui disent « Mon Dieu, on va m'examiner, le doigt dans le derrière, c'est terrible ». Moi, très souvent, quand j'explique, je vois les gens, je leur dis avec beaucoup de simplicité, je leur dis « Vous voyez, mon doigt, il est beaucoup plus fin qu'une selle. Donc pourquoi est-ce que passer le doigt dans le derrière, ça ferait plus mal que d'aller aux toilettes ?» C'est vraiment une idée que les messieurs ont, que les messieurs ont. Et c'est là où les messieurs sont beaucoup moins intelligents vis-à-vis de la santé que les dames, qui sont avec une charge familiale qui fait que, certainement, ça explique leur vigilance. Et puis aussi, elles sont beaucoup plus rapidement confrontées au monde médical par la gynécologie. Voilà. Les messieurs, c'est toujours, c'est souvent pas vu, pas pris, quoi. Hein. J'ai rien, donc j'ai rien. Vous avez vu, l'adénome parle, mais le cancer est muet. Donc, on fait une prise de sang. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas mal de questions aussi en distanciel. Alors, vous dites moins de sucre, moins de tabac, plus de sport, c'est OK. Mais par rapport à l'alcool, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut continuer à boire 2-3 fois par semaine sans craindre d'avoir de cancer? Alors, Madame Boliotis, merci à la personne qui pose la question. J'ai pas dit le sport. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je pense, alors si j'ai dit le sport, il faut vraiment m'excuser. C'est l'activité physique. C'est très important cette notion. Et tout à l'heure, il y avait une diapo, on voyait les personnes marcher. Très souvent, et c'est une dame un jour que j'ai vue en consultation qui m'a dit, docteur Van Kemet, c'est bien parce que vous n'avez pas parlé de sport. Et c'est elle qui m'a dit ça. Et ça, toutes ces expressions, je les ai prises et je les retranscrites après dans l'écriture. C'est que elle m'a dit, c'est bien parce que le sport, il faut du temps, il faut un planning. Tandis que marcher, c'est simplement tous les jours. Et donc, et comment une personne de 80 ans, 90 ans pourrait être en bonne santé si c'était obligatoirement en passant par le sport? Moi, je n'ai jamais vu un monsieur de 90 ans qui fait des tractions, du gainage, tout ça. Ben, les personnes de cet âge-là, très sincèrement, quand ils sont en bonne santé, ils marchent. Un oiseau vole, j'écris ça comme ça, un oiseau vole, un poisson nage, un homme, une dame doit marcher. Ça, c'était pour le parallèle du sport. Après, pour l'alcool, moi, je ne suis pas pour les interdits, je suis pour écouter les gens et le plaisir fait partie de la vie, c'est une des sources de la vie. Donc, si c'est de l'alcool par plaisir, parce que c'est un lien social, aucun problème. Je veux dire, aucun problème. Et si c'est là où ça devient une habitude, je l'ai dit tout à l'heure, l'habitude, c'est le pire ennemi de la vie. Donc, si on prend un verre de vin tous les jours, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, si vous voulez. Alors, par contre, on dit que c'est bon pour la santé, mais je crois qu'il y a aussi des enjeux économiques derrière. On dit un verre de vin, ça pose aucun souci. Alors, si on le fait, il vaut mieux que ce soit pendant le repas qu'au début du repas, parce que, évidemment, le vin n'est pas prévu au logiciel de la santé, et qu'il y a 10 000 ans, à mon avis, ils ne buvaient pas le vin. Donc, le pancréas, la nature n'a pas prévu ce type de première visite. C'est comme quand vous rentrez dans une pièce. La première impression, c'est toujours ça qui reste. Et moi, je dis en consultation, faites attention que la première impression au niveau alimentaire, ce soit quelque chose que votre corps, que votre santé, que la nature connaît depuis longtemps. Donc, c'est simple, hein, c'est les légumes, c'est les protéines, c'est les œufs, c'est la viande. Commencer un repas par un verre d'alcool, c'est pas une bonne idée parce que ça donne un petit boost d'insuline. Alors, on va dire, c'est à l'inverse de l'apéro, hein, puisqu'on commence par l'apéritif. Mais on peut commencer son apéritif avec des carottes, avec des olives. On peut amadouer le pancréas, manger des choses naturelles et après prendre son verre de vin. Alors, pour la bière, je voudrais dire un truc. Hein. La bière, c'est plus sucré que le sucre. C'est une bombe. Bombe et bière, ça commence par la même lettre. Donc, une bière par jour... Vous arrêtez, une bière par jour, ça fait 365 bières par an, ça fait un nombre de litres, il faudrait faire le calcul, mais 33 cc, je crois que ça fait près de 90 litres de bière, c'est beaucoup. Et vous perdez, c'est mathématique, entre 6 et 8 kilos. C'est extraordinaire. Les gens qui boivent une bière tous les jours, c'est une très très bonne nouvelle, à condition qu'ils arrêtent. Et comme ça, ils perdent du poids. C'est phénoménal. Merci pour ces conseils. Alors, une autre question, y a-t-il des moyens de limiter les effets de l'adénome ou de réduire l'adénome en lui-même? Alors,
Alors, réduire les effets de l'adénome, donc c'est surtout le volume. On a remarqué que la prostate est soumise, le développement, l'augmentation de taille de la prostate est soumise aux œstrogènes, c'est-à-dire aux hormones féminines. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Parce que nous, les hommes, on a quand même un petit peu d'œstrogène, de la même façon que les dames ont quand même un petit peu de testostérone. On a un petit peu de chaque, si vous voulez, mais pas dans les mêmes proportions. Et on a remarqué que le surpoids, la graisse viscérale surtout, alors la graisse viscérale, c'est quoi? C'est celle qu'on a à l'intérieur du ventre. Quand vous regardez, il y a deux types de graisse. Il y a la graisse sous-cutanée et il y a la graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est beaucoup les messieurs. Ce sont les gens, ils sont enceintes. Ouais, c'est une grossesse graisseuse. Et en fait, c'est le gras, il est à l'intérieur du ventre. Et il y a la graisse sous-cutanée, elle, c'est sous la peau. Ce n'est pas la même chose. Alors, bien sûr, la graisse viscérale, elle est sous la peau, mais elle est plus profonde parce qu'elle est en arrière des muscles, comme le bébé est en arrière des muscles à l'intérieur du ventre de la maman. Eh bien, cette graisse viscérale transforme la testostérone en œstrogène. Et de ce fait-là, ça augmente le taux d'œstrogène des hommes et ça peut favoriser le développement de l'adénome. Mais ça favorise aussi et surtout le cancer. C'est pour ça que le cancer des hommes en surpoids viscéral, les hommes qui sont enceintes, c'est une expression, hein, bien sûr, hein, eh bien, sont des cancers plus dangereux, plus agressifs. Alors aussi, pour vous faire un parallèle, ça nous arrive en urologie de voir des patients qui viennent parce qu'ils ont des troubles de l'érection. Et vous comprenez bien que si vous êtes un homme et que votre testostérone est transformé en œstrogène, vous avez moins de testostérone disponible pour les érections. Et on donne des médicaments, du Viagra, des choses comme ça, alors qu'on n'a pas expliqué ça. Il y a des gens, rien que ça, c'est pas parce qu'ils pensent qu'à la sexualité, à l'érection, mais ça peut leur donner un argument. On leur dit, ben, écoutez, oui, mais vous voyez, vous transformez votre testostérone en œstrogène, donc forcément, les érections, ça marche moins bien. Hein, vous êtes en train, entre guillemets, de vous féminiser. D'ailleurs, on voit, ils attrapent du sein en même temps. Alors, encore une petite question. L'adénome peut-il avoir des répercussions sur l'éjaculation? Oui, complètement, puisque c'est bonne remarque, puisque l'adénome, c'est le jaune d'œuf qui est au cœur de la prostate, et vous avez compris que quand il grossit, il vient pincer le canal urinaire, et c'est ce même canal urinaire qui est emprunté par le sperme lors de l'éjaculation. Donc le sperme peut se retrouver comme un embouteillage, soit il a tendance à remonter en arrière dans l'urine, dans la vessie, ça n'a aucune conséquence, soit il a tendance à faire comme dans un embouteillage où tout le monde a la queue leu, et puis ça coule, entre guillemets, ça traîne, quoi. Mais il n'y a pas d'éjaculation de jet, quoi. Merci. Alors, je vais faire une dernière question parce que le temps passe vite et il y avait beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a d'autres tests préventifs à effectuer en dehors du PSA dans la prise de sang, dans une prise de sang régulière? Tous les moyens de temps, combien de temps faudrait faire cette prise de sang? Donc, si la question concerne la prostate, avec le PSA, la recommandation de l'Association française d'urologie, c'est à partir de 50 ans, une fois par an. L'idéal, c'est que ce soit dans le même laboratoire, parce que d'un laboratoire à l'autre, on peut avoir des réactifs chimiques de dosage un peu différents, donc ça peut créer des petites fluctuations. D'accord? Donc, c'est une fois par an. Et si on voit que ça augmente brusquement, ce qu'on fait, on refait ça 3 ou 4 mois plus tard. Globalement, le cancer de la prostate est réputé pour être plutôt un cancer à évolution lente. Alors, il y a bien sûr toujours des cas particuliers, exceptionnels, mais ce n'est pas ça qu'il faut voir en premier. On refait un contrôle au bout de 3 ou 4 mois si on a vu que ça avait augmenté un peu rapidement par rapport à l'année d'avant. Et après, est-ce qu'il y a une prise de sang d'une façon générale pour toutes les maladies cancéreuses? Il y a des marqueurs tumoraux que l'on fait, mais on ne fait pas de façon systématique. Dans le cancer des ovaires, dans le cancer du côlon, dans toutes sortes de maladies, on fait d'abord les examens de principe. Par exemple, le côlon, c'est le sang dans les selles ou la coloscopie parfois. Alors, juste une toute petite dernière, mais je ne peux pas poser toutes les questions malheureusement. Est-ce que c'est normal d'avoir encore des jets d'urine en sortant des toilettes? Alors ça, oui, normal, non, possible, oui. Le sens des mots, la précision du mot, c'est-à-dire que si vous voulez, je vais vous faire une comparaison. Il y a beaucoup de gens, quand ils vont aux toilettes, ils ne sont pas assez relâchés. Alors, surtout les messieurs, parce que les messieurs, là encore, je pense que les messieurs sont moins intelligents que les dames, en tout cas, moins de recul. C'est que les dames, pour aller aux toilettes, c'est tout un... Bon, il faut s'asseoir, il faut baisser voilà, il y a tout un temps de déshabillage
qu'il n'y a pas chez les hommes. Il y a beaucoup d'hommes, ils vont aux toilettes, ils baissent la oreillette, ils poussent et ils s'en vont. C'est comme si vous avez... Et ça, il faut laisser le temps au sphincter, le verrou qui est à la sortie juste après la prostate, il faut lui laisser le temps de s'ouvrir, si vous voulez. Et si vous sortez d'une pièce et que vous n'avez pas laissé le temps à la porte de bien s'ouvrir, ben, il y en a 3 ou 4 qui vont rester dans la pièce en disant bah, mince, comment je fais pour sortir? Et ils sortent après, ça c'est ce qu'on appelle des gouttes retardataires. Ça coule, si vous voulez. Donc quand on fait pipi, et ça, on va terminer avec ça, et c'est un vrai message de santé, Madame Voliotis, qui dépasse le monde de l'urologie. Quand on fait pipi, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps et respirer, voilà. De la même façon que quand on va à la selle, il faut respirer. Je vais faire encore un parallèle avec le monde féminin, c'est que les dames, quand elles vont faire une préparation à l'accouchement, on ne leur apprend pas de pousser, on leur disait en disant, allez madame, il faut pousser, pousser pour les préparer au jour J. On ne leur fait pas ça du tout. La préparation à l'internat, c'est une préparation à respirer. On apprend aux dames à respirer parce qu'au moment de l'accouchement, l'événement, l'émotion de l'accouchement fait que ce sera très important de se rappeler qu'il faut respirer, parce que quand on respire de façon calme, on relâche son périnée et on peut ensuite, après avoir respiré, pousser pour faire sortir le bébé et l'aider à faire sortir. De la même façon, aux toilettes, quand on va à la selle ou quand on va faire pipi, le fait de respirer, ça permet de relâcher les sphincters et de mieux vider sa vessie. Si on pousse d'emblée, c'est le phénomène de la porte qu'on n'a pas pris le temps d'ouvrir et finalement il en reste. Et vous avez des gens, ils vont aux toilettes, à la selle, ils n'ont pas bien vidé leur rectum, ils y retournent un peu de temps après, ils vont aux toilettes pour faire pipi, ils n'ont pas bien vidé la vessie et ils se retournent après, ils peuvent même avoir des gouttes retardataires alors qu'il aurait suffi de prendre son temps. Eh ben, merci docteur pour toutes ces précisions, ces images aussi. Je pense que tout le monde a bien compris les messages que vous vouliez faire passer. Et un grand merci. Voilà. Voilà. Merci, bonne journée.